Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce premier jour de septembre. Toute l'actualité près de chez vous, invités, décryptage, reportage, les sports et votre météo à venir. Et en cette journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, nous en profiterons pour recevoir l'archevêque de Monaco, Monseigneur Dominique-Marie David, pour faire le bilan de l'été en matière religieuse et les prochains grands rendez-vous de l'automne. Nous reviendrons sur la rentrée des danseurs des ballets de Monte-Carlo en fin de semaine dernière, assisterons à l'entretien des aquariums du musée océanographique et recevrons Bertrand Vanzo, le chef du service des titres de circulation, pour évoquer ensemble l'ouverture de la campagne de récupération des estampilles sur vos véhicules et sa réforme progressive. Comme une blessure, l'image forte de ce week-end en matière de sport, avec le dématage du Twiga en pleine tempête devant les côtes de Minorque lors de la régate des îles Baléares, où l'équipage a essuyé un violent orage, comme on le voit sur ces images, m'a brisé, aucun blessé heureusement à bord. Le navire amiral du Yacht Club de Monaco va désormais être remorqué les prochains jours jusqu'à son port d'attache ici en Principauté. La flotte des 7 IMOCA engagée a quitté Nice hier après-midi pour la 4e des 5 manches de The Ocean Race Europe 2025. Les équipages sont en train de rallier Gênes après avoir franchi hier la Scoring Gate à Monaco, avec à la clé au passage de cette bouée 2 points de bonus attribués aux meilleurs, puis contourner la Corse d'ouest en est via les Bouches de Bonifacio avant de remonter le long de l'île d'Elbe et de la côte Yenne. Au classement ce soir, la team Holcim est en tête de cette manche devant le grand favori Biotherm. Le Malizia de Boris Herman aux couleurs du Yacht Club de Monaco pointe lui en 5e position. En tennis, à l'US Open, Hugo Nys continue son aventure américaine associé à Édouard Roger Vasselin. Ils se sont tous deux qualifiés aisément pour le 3e tour du double messieurs après avoir disposé du duo Kirchhoff-Bart Stevens 6-3, 6-1. Monaco, qui durant ce mercato d'été a laissé partir notamment un de ses stratèges, le talentueux Elias Benseguir, qui a fait ce matin ses adieux sur le compte X de l'AS Monaco FC. Émotion? Ouais, beaucoup. Beaucoup. C'est une chose que je redoutais, on va dire. C'est de faire mes adieux à ce club. C'est quand même mon club formateur, celui qui m'a permis d'atteindre mes objectifs, mes rêves aussi. De pouvoir rejoindre la sélection marocaine. C'est un club qui m'a tout donné, qui m'a donné aussi beaucoup d'amour, qui m'a soutenu dans les moments durs et avec lesquels on a passé des vraiment bons moments. Ils m'ont vu grandir, spécialement les personnes qui sont dans la formation ainsi que les gens qui sont dans le staff de l'équipe professionnelle. Ils m'ont accueilli en tant que jeune, pas encore adulte. Le bilan de votre week-end foot dès la fin de ce journal avec les experts du football à 19h30, aux côtés ce soir de l'un de nos consultants, Grégory Campi. Et puis n'oubliez pas de prendre le temps, quand vous le souhaitez, si ce n'est déjà fait, d'écouter sur l'un de vos réseaux préférés le tout dernier podcast de Monaco Info mis en ligne aujourd'hui avec Jean-Luc Ettori, le légendaire gardien de l'AS Monaco, au micro de Geneviève Berthy. L'ouverture en ligne de la billetterie de l'AS Monaco Basket pour les tout premiers matchs de la saison, ainsi que le programme des matchs amicaux de rentrée vient d'être finalisé. Dès la première semaine d'octobre, les fans de la Roca Team pourront pleinement profiter de ce nouvel exercice 2025-2026 avec 2 réceptions donc à la maison en Euroleague, Kaunas tout d'abord puis Dubaï, et puis une en Betclic Elite avec un match face à Chalon. A noter que les premiers 1300 abonnements ont trouvé preneur durant l'intersaison et sont, comme la formule consacrée, cette période d'abonnement en tout cas, tout simplement sold out. La compagnie des ballets de Monte-Carlo a fait sa rentrée depuis une semaine maintenant. Programmation, nouveaux danseurs, anniversaire. On va faire le point sur cette nouvelle saison qui démarre donc dans ce reportage signé Alban Jean-Jambre et Camille Caloni. Pointe aux pieds, il caresse enfin le sol de l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Pour cette rentrée, la compagnie accueille 5 nouveaux danseurs, parmi eux la chilienne Romina Contreras et l'italien Jacopo Bellucci.
Je trouve la façon comme les danseurs bougent et aussi la variété des danseurs, c'est la chose la plus intéressante. Et aussi de travailler avec un chorégraphe comme Jean-Christophe qui est connu partout dans le monde, c'est quelque chose de très spécial que beaucoup de danseurs rêvent d'essayer. This is a dream company for any dancer, so it means a lot to me to be part of it. I'm looking forward to everything. There's a lot of tours, which means a lot of different audiences in different countries. There is a lot of creations coming as well. So I feel excited, a little bit nervous, and yeah, looking forward. Jean-Christophe Maillot retrouve ses danseurs avec beaucoup de plaisir, prêts à faire briller le ballet. Et parmi les événements marquants, un anniversaire, les 40 ans des ballets de Monte-Carlo. La princesse Caroline a construit cette compagnie de partir de rien en 1985, que moi j'ai eu la chance de participer à la création de cette compagnie en 86 déjà. Et de voir que 40 ans après, elle a vraiment pris une place dans le monde de la danse qui est relativement indiscutable. Donc il y a quelque chose de jouissif et puis à la fois aussi ce sens de la responsabilité qui fait que comment on entretient l'intérêt, la curiosité, la qualité. Ce qui est une richesse indiscutable dans une compagnie de danse, c'est la qualité des danseurs, avec leur personnalité, leur individualité, qui font que ça enrichit toujours le répertoire qu'on a, avec des nouvelles visions, des manières de faire les choses différentes. L'avantage de vieillir fait que on évite certains pièges qu'on connaît, on s'oblige aussi à trouver une manière de ne pas se répéter. Et encore une fois, comme moi, la nourriture chorégraphique vient toujours du danseur que j'ai en face de moi. Le fait que ces danseurs rajeunissent en permanence, puisque moi je vieillis, mais pas eux, ils ont toujours 25 ans, ça me permet d'avoir une fraîcheur et une prise de conscience aussi de la réalité d'un monde qui aujourd'hui est différent de celui d'il y a 30 ans. La saison commence très très bien parce qu'on est en train de préparer déjà des créations du mois d'octobre avec ce merveilleux chorégraphe anglais qui s'appelle Paul Lightfoot qui fait une création qui risque d'être assez étonnante. Et moi je commence déjà à travailler ma nouvelle création que je vais présenter au mois de décembre qui s'appelle Ma Bayadère. Et tout en même temps préparant déjà le Cendrillon que nous allons partir et emmener en tournée à Venise. Les danseurs travaillent déjà sur cette programmation bien remplie pour faire honneur à cette institution des ballets de Monte-Carlo. Autre grande rentrée, celle de l'archevêque Monseigneur Dominique-Marie David, qui nous a rejoint tout à l'heure en studio. Entretien. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Monaco Info pour revenir sur cet été qui est toujours riche quand même ici en Principauté. Oui, alors c'est vrai que l'été est forcément un autre rythme que le rythme habituel, mais la vie de l'Église à Monaco est toujours aussi active, que ce soit en Principauté ou pour des événements extérieurs. Je rappelle que c'est aussi la saison des colonies, des camps, des mouvements de jeunes. Et particulièrement cet été avec le rassemblement des jeunes pour l'année sainte à Rome. À Rome, bien évidemment. Ces jeunes qui viennent de plus en plus, j'ai l'impression, c'est le sentiment en tout cas qu'on peut avoir quand on regarde un peu ce qui se passe autour de la religion, les jeunes qui reviennent vraiment très près de vous aujourd'hui. Alors oui, de fait, c'est un peu à la fois une surprise parce que ce n'est pas quelque chose qu'on avait anticipé de cette manière-là. Mais un peu comme en France, dans de nombreuses régions, Monaco, on a un peu ce phénomène de jeunes étudiants. C'est quoi, c'est un repère ? Alors, les raisons sont multiples, mais on assiste quand même à, de fait, oui, un intérêt qui semble durer. Et on l'a vu, nous, cet été, puisque dans le groupe, la vingtaine de jeunes délégués pour le Jubilé des jeunes, on avait une bonne partie qui sont soit des nouveaux baptisés ou certains qui se préparent à l'être. Et avec une population 18-35 qu'on n'avait pas forcément dans notre horizon immédiat jusque-là. Besoin d'une communauté, peut-être se sentir entre frères ? Oui, peut-être de repères, de communautés, de lieux de stabilité dans un monde où tout bouge très vite, et peut-être aussi des générations qui ont beaucoup moins reçu, mais du coup qui sont peut-être moins en réaction et plus en attente ou dans une attitude de curiosité et d'intérêt que n'avaient peut-être pas les générations précédentes. Comment on se retrouve à Monaco déjà entre personnes qui ont envie d'accéder peut-être à votre religion, qui veulent la découvrir ou aller encore plus loin peut-être ? De toute façon, à chaque fois, c'est un chemin. Donc, nous, on accueille
d'abord, tout le monde chemine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il y a ceux qui sont arrivés, y compris l'archevêque, mais c'est un vrai parcours où on n'arrête pas d'avancer, de croître dans la foi, dans l'écoute, dans l'accompagnement. L'exigence pour nous, c'est d'accueillir les personnes comme elles sont au moment où elles arrivent et de prendre le temps de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on est peut-être sorti d'une période où tout allait un peu de soi, où on était catholique sans se poser de questions, parce que tout le monde l'avait été et qu'il n'y avait pas de questions à se poser. Aujourd'hui, peut-être l'intérêt, et je veux dire le défi de ces nouvelles générations, c'est qu'elles posent des questions, c'est qu'elles s'intéressent, rien ne va de soi, et pour nous, c'est une exigence supplémentaire. Vous l'avez dit tout à l'heure en propos liminaire, que l'été, ce n'était pas l'instant, puisqu'on part en vacances, il y a quand même les colonies pour les jeunes et autres. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant de l'automne météorologique qui arrive, puisque nous sommes le 1er septembre, en ce jour, en plus d'une journée mondiale de la prière? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce moment précis? Oui, c'est une journée de prière pour la sauvegarde de la création. C'est ça. Alors c'est une ancienne tradition qui a d'abord été initiée par l'Église orthodoxe, il y a déjà dans les années 80, 85, je pense, 85, 89, parce que pour eux, c'est le début de l'année. Il y a 10 ans, juste, le pape François a décidé, lui aussi, de se joindre à ce qui existait déjà dans l'Église orthodoxe pour initier une journée de prière pour la sauvegarde de la création. Il l'a souhaité en même temps qu'il écrivait l'encyclique Laudato Si, dont nous fêtons aussi le 10e anniversaire. Donc le 1er septembre, c'est la 10e journée de prière déjà pour la sauvegarde de la création, qui correspond pour nous à la rentrée scolaire, mais plus loin que ça, c'est aussi un nouveau départ et peut-être une nouvelle motivation pour avoir ce regard attentif et sur le monde, sur la création, qui prend soin de la création et de l'humanité dans son ensemble. Oui, c'est ça. Ô combien important aujourd'hui, évidemment, ce débat. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui vous attend dans votre domaine dans les prochains mois? Alors, les rendez-vous spécifiques, eh bien, déjà liés à l'année jubilaire, qui se termine à la fin de l'année 2025. Un des grands événements qui va marquer notre diocèse, c'est le pèlerinage jubilaire que nous allons effectuer à Rome, comme l'ont fait tous les diocèses et beaucoup de catégories, les jeunes, les adolescents et beaucoup d'autres, donc fin octobre. Et donc nous serons à Rome pour passer la Porte Sainte, pour sans doute c'est la symbolique, évidemment, le pape, bien sûr, et pour vivre aussi un moment d'unité, de communion entre nous et porter tout le diocèse et tout notre pays dans notre pèlerinage. Vous avez prononcé le mot de communion, évidemment. Oui. Ça, c'est une obligation. Est-ce que vous pouvez me permettre, pour conclure cet entretien, de vous demander, non pas votre avis, surtout pas, mais cette façon dont est arrivé le nouveau pape après la mort du pape François, qui est un pape tellement aimé, on l'a vu, avec le nombre de témoignages. Comment vous voyez cette première période de ce pontificat? On sent un pape vraiment à l'écoute, posé, profond, attentif, qui intègre beaucoup d'éléments de ses prédécesseurs. J'ai l'impression que vous sentez comme nous qu'on attend un premier fait d'armes, entre guillemets. Je pense qu'il est d'abord un homme d'écoute, il l'a dit lui-même, et donc son expérience de vie religieuse, puisqu'il est de l'ordre de Saint-Augustin, laisse entendre qu'il aura soin aussi de ne pas gouverner seul, ce qui était déjà un peu déjà présent chez ses prédécesseurs, mais je pense qu'il le développera aussi. Oui, à l'écoute aussi, je pense. Et comme nous, bien sûr, il y aura un maître mot, c'est la solidarité, pour conclure? Oui, je pense que cet aspect restera toujours. Et je pense qu'à Monaco, on doit être attentif. D'ailleurs, cette année, j'irai moi-même à la rencontre des paroisses, parce qu'on va organiser les premières visites pastorales, et l'attention, bien sûr, aux équipes pastorales, à ce qu'on travaille bien ensemble, les prêtres, les laïcs, les religieux, différentes générations, et qu'on ait cette attention particulière à ceux qui sont dans le besoin. Et donc, il y aura toujours cette caractéristique de l'évangile que nous annonçons, d'avoir une option préférentielle, comme disait l'Église, pour les pauvres. D'ailleurs, Jésus lui-même, au début de son ministère, dit « Je suis venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres, quels qu'ils soient. » Et donc, on regardera toujours, soutenu par le Saint-Père, par ses enseignements, par son exemple, cette attention particulière à ceux qui en ont besoin.
et toujours vivre ensemble, bien sûr. Merci. Voilà. En tout cas, je vous en prie. D'avoir été avec nous, monsieur David. C'était important de vous avoir en cette rentrée. Vous l'avez dit pour beaucoup. On a parlé de météo, de liturgie, bien sûr pour la rentrée 2025. Merci à vous d'être venu jusqu'à chez nous. Merci Monaco Info. Nous vous proposons une parenthèse sous-marine à présent. Direction les coulisses de l'Institut océanographique pour découvrir toute la logistique nécessaire à l'entretien des aquariums. Un travail réalisé dans l'ombre, mis en lumière dans ce reportage ce soir d'Alexandra Gingembre avec Alexandra Marangoni. Une véritable plongée dans le monde marin, c'est ce que viennent trouver les visiteurs du musée. Une immersion rendue possible grâce à ces petites mains qui entretiennent chaque jour les bassins. Tout commence par un contrôle minutieux de l'eau grâce à un système de suivi. On a un logiciel qui nous permet d'avoir un suivi en continu de tous les paramètres de l'aquarium dans tous les bassins, enfin la majorité des bassins. Donc là, par exemple, voilà, alors là c'est le pompage d'eau en mer, on a la température, on a la salinité, on a l'oxygène, etc. Et donc pour chacun des bassins, en fait, on prend le temps de regarder ce qui s'est passé voilà, pendant la nuit ou ces dernières heures pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. À première vue, tous les paramètres semblent corrects. Pour en avoir le cœur net, direction l'aquarium pour une inspection en direct. Et ça nous permet de repérer s'il y a un poisson qui a un comportement un petit peu différent. S'il y a, je sais pas, il peut y avoir une ponte, une reproduction pendant la nuit, il peut y avoir un problème de lumière qui ne s'allume pas, il peut y avoir un problème de courant, il peut y avoir un morceau de corail qui serait tombé pendant la nuit, etc. Donc voilà, en fait, le tour du matin, c'est vraiment pour vérifier que tout est OK. Vérification faite, place au nettoyage. Chaque bassin est entretenu à l'intérieur comme à l'extérieur. Ici, on est sur la passerelle, en gros, dans les coulisses du grand bassin corail. C'est le plus grand bassin du musée océanographique. Et donc là, en fait, 2 fois par semaine, on plonge dans le bassin pour faire des opérations d'entretien, donc essentiellement pour nettoyer la vitre. Puisque c'est un bassin corallien sur lequel on met beaucoup de lumière pour le bien-être des coraux, pour le bon développement des coraux. Et donc en aquarium, qui dit beaucoup de lumière, dit développement d'algues. Et donc si en fait on ne nettoie pas les vitres, au bout d'un moment elles deviennent vertes et le public ne peut plus voir à travers. On se fait aider par pas mal de petits animaux. On a beaucoup d'escargots par exemple, d'étoiles de mer, d'oursins qui nettoient, de concombres de mer aussi. En fait, tous ces animaux-là, on les met dans l'aquarium, alors évidemment pour les présenter au public, mais aussi et surtout pour nous aider à l'entretien des bassins, parce que c'est des animaux qui broutent, par exemple. Donc les oursins vont manger les algues qui poussent sur les décors ou sur les vitres. Des paysages sous-marins authentiques réalisés à partir de vrais coraux où les plus de 350 espèces trouvent leur place pour le plus grand bonheur des visiteurs. Le Salon international du livre de Monaco aura lieu ce week-end au Grimaldi Forum. Cet événement rassemble, on le sait, des auteurs de renom, des talents émergents et des passionnés de lecture pour des rencontres littéraires, des conférences et des débats. Il s'agit de la 14e édition de ce salon toujours très attendu. C'est parti depuis ce matin, l'ouverture de la campagne de récupération des estampilles pour vos véhicules d'ici au 31 décembre. Le chef de service des titres de circulation est avec nous ce soir. Bonsoir à vous, Bertrand Vanzo. Bonsoir Monsieur Paco. Merci d'être avec nous. C'est un moment d'importance pour tous les automobilistes monégasques. C'est le changement d'estampille. On rappelle à quoi ça ressemble, à quoi ça sert. Alors, premièrement, ça vaut renouvellement d'immatriculation annuel et ça ressemble à un autocollant qu'on vient mettre sur sa plaque d'immatriculation et un sticker qu'on vient mettre sur son certificat d'immatriculation. Et donc ça change la date automatiquement. Aujourd'hui, dans le monde moderne, ça peut rester encore longtemps ou on s'apprête à changer bientôt ce système ? Alors justement, le gouvernement, par le biais de l'équipe du service des titres de circulation, engage une modernisation de la campagne d'estampilles et des estampilles pour à terme la dématérialiser complètement, donc partir sur un modèle un peu plus moderne et surtout éviter un nombre important d'impressions. Ah, très bien. Il y a aussi le problème du vol. On peut les voler encore aujourd'hui ou pas ? Alors, ce sont des stickers qui sont plutôt résistants. Par contre, si on va essayer de les enlever des plaques d'immatriculation, ils vont se déchirer. Et donc, du coup, le vol est rendu plus compliqué. Toutefois, si ça devrait arriver, le service est à disposition pour pouvoir fournir de nouvelles estampilles. Tant mieux. On rappelle que la campagne vient de démarrer aujourd'hui, en ce 1er septembre, ça se termine le 31 décembre. On peut venir sur place dans vos nouveaux locaux ou on peut le commander également sur Internet, j'imagine. La campagne, donc, effectivement, commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre. Donc 4 mois pleins sur lesquels les usagers pourront effectivement renouveler leurs immatriculations.
essentiellement par le biais de la démarche en ligne, c'est le moyen le plus simple pour le renouveler. Mais ensuite, on peut également aussi le faire par courrier en envoyant un chèque avec le bordereau qui est attaché à la facture que tous les usagers et les propriétaires de véhicules recevront dans les tout prochains jours. D'accord, tous les renseignements sur le site habituel, hein, gouv.mc, on l'imagine. Avec vous, c'est quand même 53 000 voitures qu'il vous faut, entre guillemets, contrôler chaque année, dont les véhicules électriques aujourd'hui. Alors tout à fait, il y a 53 000 immatriculations à Monaco, à peu près 6 000 véhicules électriques. Alors la spécificité des véhicules électriques, c'est que les estampilles sont gratuites. Toutefois, il faut quand même en faire la demande auprès de mon service en retournant le coupon ou en nous adressant par mail la volonté de renouveler les estampilles. Oui, c'est une démarche qu'il faut entreprendre dès maintenant. Il ne faut jamais perdre de temps dans ces cas-là. Il ne faut jamais remettre au lendemain. Effectivement, je conseille à tous les propriétaires et usagers de payer leurs estampilles dès la réception du courrier, donc ils vont recevoir dans les tout prochains jours, afin de ne pas oublier de le renouveler. Sachez que après le 31 décembre, tous les véhicules qui n'auront pas été renouvelés seront radiés du registre. Pas de panique toutefois, on peut effectuer une nouvelle immatriculation après le 1er janvier. Il faut quand même préciser que cette démarche est donc plus onéreuse pour l'usager, donc il vaut mieux le faire dès qu'on reçoit l'estampille. Il y a un prix pour l'estampille, pour les moteurs normaux, les moteurs à combustion, et pour les électriques, c'est toujours gratuit ? Alors pour les électriques, c'est toujours gratuit, effectivement. Alors l'estampille va varier en fonction des particuliers ou des professionnels, donc entre 50 € pour les particuliers et ça peut monter jusqu'à 2 000 € pour les professionnels, en fonction de la cylindrée. D'accord. On termine par une info très pratique, hein, Bertrand Vanzo. Vous avez déménagé, on le voit aujourd'hui sur notre reportage, dans cette interview, parce que vous êtes juste devant l'immeuble. Alors, effectivement, on a déménagé, à vol d'oiseau, c'est quelques mètres. Toutefois, les usagers doivent emprunter un autre chemin, qui est bien indiqué. Une bonne communication a été faite sur le site du gouvernement, mais aussi au-delà de certains reportages et inaugurations par le nouveau ministre d'État il y a quelques semaines. Donc voilà, on dispose de nouveaux locaux dernier étage, donc c'est le bloc B et des locaux tout neufs qui permettent d'accueillir les usagers dans les meilleures conditions. On s'y perd plus puisque effectivement le bâtiment est assez bien indiqué sur la promenade Honora 2. Il y aurait juste une précision, ce sont les horaires d'ouverture. Nous sommes ouverts de façon continue, donc de 9h30 à 17h, sans pause. Moi, c'est très pratique au moins. On le sait, nous sommes avertis, on l'a dit ce soir sur Monaco Info, vous avez jusqu'au 31 décembre. Ça commence aujourd'hui pour changer cette fameuse estampille si précieuse pour tous les automobilistes en principe de Monaco. Merci d'avoir été avec nous, Bertrand Vanzo. Bonne année, bonne saison, parce que ça a changé. Hein. C'est une année qui est une année civile aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Merci à vous. Et je rappelle à tous les usagers qu'effectivement, on a recalé la campagne sur une année civile, hein, du 1er septembre au 31 décembre. On est bien clair ce soir. Merci pour toutes ces explications ô combien importantes ce soir avec nous sur Monaco Info. Bonne soirée, Bertrand Vanzo. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. C'est un rendez-vous que vous appréciez, dont vous avez l'habitude aussi. Ceux qui font Monaco, c'est l'occasion de retrouver ou de découvrir un commerce, une boutique en principauté que vous présente toujours Christine Petit-Homel. Aujourd'hui, dans Ceux qui font Monaco, nous nous trouvons au cœur du palais de la Scala pour découvrir la boutique qui se situe juste derrière moi, le cabinet Lilo Rainer, spécialisé en gémologie depuis 1987. Déterminer une pierre, il y a plus un côté scientifique qu'un côté esthétique. Une pierre est rouge, elle n'est pas rouge, c'est pas obligatoirement un rubis, elle peut être renard, elle peut être tourmaline rouge, elle peut avoir d'autres origines minéralogiques, mais c'est pas obligatoirement un rubis. Donc il faut vraiment avoir des compétences de gémologie qui sont en fait une science qui détermine les indices de réfraction de la lumière, c'est-à-dire que chaque pierre a une réaction différente à la lumière, et donc on va calculer cet indice qui va nous déterminer l'origine de la pierre. Quand on m'apporte un bijou, ma première réaction c'est de le regarder. Alors d'abord je vais voir si c'est du platine ou de l'or, quand parfois ça n'est rien ni l'un ni l'autre.
Ensuite, on va déterminer la qualité des pierres, parce que là, ce sont des diamants. Mais est-ce qu'ils sont blancs? Est-ce qu'ils sont piqués? Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'ils sont bien taillés? Tout ça va rentrer en compte sur le montant, sur l'estimation qu'on va donner. Je ne connaissais pas ce métier avant de commencer les études de gémologie. Et quand j'ai commencé mes études de gémologie, je me suis passionnée par cette matière, parce qu'elle nous donne elle est tellement différente. Il n'y a pas une pierre au monde qui se ressemble. Toutes les pierres sont différentes et ça c'est quand même intéressant. Donc c'est cette variété et la nature nous gâte parce qu'elle nous donne des pierres incroyables, pas que dans les diamants, pas que dans les émeraudes ou dans les grandes pierres, mais il y a toute une catégorie de pierres que l'on appelle aussi des pierres précieuses qui sont magnifiques et ça c'est cette variété qui nous plaît. Là on a un bracelet qui est fait que de saphirs de couleur. En fait, toutes ces pierres sont des saphirs. Et le saphir existe dans toutes les couleurs. Vous avez le saphir rose, jaune, bleu, vert, incolore, qui est aussi très proche du diamant. Souvent, à une époque, on l'a souvent pris pour un diamant. Mais tout ça, ce sont des saphirs de couleurs différentes. Donc c'est une même matière minérale, donc ce qui a l'avantage c'est qu'ils brillent tous de la même façon, mais ils ont un côté, je trouve ça extrêmement chic et extrêmement délicat. Je pense que dans tout foyer, il y a un petit capital bijou, même s'il ne s'agit que d'une bague, la bague de la grand-mère, il y a toujours un petit capital bijou et ce capital bijou doit être, on doit en connaître sa valeur. Donc déjà, ce que je dis toujours aux gens, essayez de savoir la valeur qu'a le bijou que vous possédez. Parce que souvent, on a une telle plus-value affective, parce que c'est le bijou de la grand-mère ou c'est le bijou de la maman. Il y a tellement de choses qui peuvent s'accrocher à l'histoire d'un bijou que nous, en tant qu'estimation, pour vous donner un vrai prix d'un bijou, tout ça, nous, on ne peut pas le prendre en compte, à part si vous m'apportez les bijoux royaux. Alors évidemment, là, l'origine aura de l'importance. Mais dans le quotidien, c'est véritablement la qualité de la pierre, sa taille, et ça, c'est important de connaître sa valeur bijou, son capital bijou. Alors si vous aussi, vous avez un trésor caché au fin fond de votre boîte à bijoux, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et avant de découvrir votre météo pour les prochaines heures, en compagnie d'Alban Jean-Jean, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour, avec l'entretien des aquariums du musée océanographique de Monaco. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve, nous, demain, 19 h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, on oublie la météo capricieuse d'aujourd'hui, on retrouve le soleil. Demain il fera beau à Monaco malgré un ciel variable et quelques nuages, un léger risque d'averse et des températures comprises entre 18 et 25 degrés. Le mardi 2 septembre nous fêtons les Ingrid et la citation du jour, l'esprit philosophique consiste à préférer aux mensonges qui font vivre les vérités qui font mourir. Des mots du philosophe Gustave Thibon, né un 2 septembre 1982. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.